Ok. Donc, pour rappel, Philippe Welichard, je suis ingénieur forestier de formation, puis je suis l'ancien responsable durabilité et PFL, à la retraite depuis le 1er août, et puis membre d'Action Climat et Cublon. Depuis la création l'année dernière de l'association Action Climat et Cublon, je vous parle régulièrement de mon utopie d'un monde sans voiture, ce que j'ai appelé le Postcar World, qui avait été d'ailleurs un projet PFL de l'époque. Et puis depuis 20 ans moi-même, je suis sans voiture, donc j'ai bien compris pendant toute cette époque que c'était quand même un sujet tabou. Donc on a l'impression que c'est vraiment délicat de chez délicat à toucher. On va voir pourquoi. C'est extraordinaire, je suis tombé sur un article exactement au mois d'août et je vais en fait pas faire le scientifique, mais un peu le vulgarisateur de cet article et on va venir là-dessus. Il est évident que c'est un des problèmes quand même majeurs. Je vais essayer de vous en convaincre aussi. Donc, juste peut-être les raisons de cette utopie. Vous avez votre serviteur en haut à gauche. Il a 16 ans, c'est 1973. C'est les dimanches sans voiture du pic pétrolier. Et puis avec les potes, on faisait les zouaves à coucher sur les bretelles d'autoroute. Ici, c'est la sortie Morges Ouest. Et puis, j'ai piqué quelques très belles photos de l'illustré qui avait fait une petite synthèse assez récemment sur ces 3 dimanches sans voiture qui ont été, au fond, une libération qui était extrêmement jubilatoire, je m'en souviens, et qui me fait encore rêver 50 ans plus tard. On était vraiment partis comme des fous et on voyait toute la population avait complètement investi l'espace public qui était tout à coup libéré de toute cette pression. Voilà, ça Non, c'est. non, enfin, soit tu t'en occupes, soit je m'en occupe après. Pardon. Il y a, Laurence, on t'entend sur le micro. Ça va? Et donc, pour l'introduction, il faut quand même juste situer un tout petit peu le débat du transport en Suisse. Euh, Avant d'aller plus loin dans les détails, disons-le d'emblée, le transport, c'est un des secteurs les plus difficiles à gérer dans le cadre de l'agenda climatique. Pour la Suisse, c'est quand même 32% des émissions de gaz à effet de serre. Dans le monde, c'est 23%. Donc, c'est quand même un secteur très, très important. Et puis, tous les scénarios du GIEC qui prévoient une augmentation du taux de motorisation par habitant dans toutes les régions du monde et de manière accélérée dans les pays émergents. Je vais y revenir. Et donc, aussi dans ce diagramme, on voit très bien que c'est la voiture de tourisme qui impacte le plus ce bilan avec 73% de la charge. Et que vous voyez juste derrière, c'est les voitures de livraison, c'est les camions, les bus, et puis après, presque plus rien. Donc, cette statistique, elle est sans l'aviation internationale. Elle n'est qu'avec l'aviation nationale. Donc, 73%, c'est la voiture. Et cette voiture, elle circule, j'ai juste rappelé ici, du lundi au vendredi, vous avez les heures de pointe avec un niveau assez élevé quand même, un peu plus le soir, mais c'est les heures de pointe. Mais c'est aussi 7 jours sur 7, puisque le samedi et le dimanche, donc la courbe jaune et la courbe rouge, vous avez également un peu plus tard dans les horaires, mais vous avez les mêmes niveaux de saturation et d'utilisation des routes. Donc, cette voiture, elle plombe quand même passablement le bilan. Si on n'était pas dans l'urgence climatique, peut-être qu'on pourrait faire semblant de rien. Et il se trouve que ce n'est plus tout à fait le cas dans l'époque actuelle. Donc, on voit qu'en Suisse, par rapport à d'autres secteurs de l'énergie, ici, il y a une courbe de comparaison de l'Office fédéral qui montre, ce qu'on a réussi quand même à faire en quelques décennies sur le chauffage. C'est-à-dire qu'à force de citer de l'énergie, à force de programmes, à force de subventions, à force de sensibilisation, on a réussi quand même à force de méthodes de construction, enfin bref, c'est un gros programme. On a réussi à descendre ces émissions de manière assez spectaculaire. Par contre, la voiture, elle se promène là, comme si rien n'était, voiture de tourisme, on continue, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, et donc c'est quand même assez problématique. Et c'est d'autant plus problématique que vous avez ici l'évolution de la puissance des moteurs. Donc on voit d'une part tomber le niveau des moins de 110 chevaux, donc les petites voitures,
qui descendent progressivement, remplacés par des plus grosses voitures, 160, 200 chevaux ou des 270 chevaux ici, etc. Donc, on voit aussi que le mouvement au fond de la production et de la fabrication et de toute l'industrie automobile ne va pas dans le bon sens. Et puis, on l'a vu alors très clairement pendant le confinement. On a, dans le semi-confinement, la route de Berne qui perd 65 points de trafic. Et puis, dès la mi-mai, c'était retour à la normale et même dépassement puisque les transports publics ne fonctionnaient plus aussi bien. Mais néanmoins, on a eu un retour très rapide. Ce n'était pas tout à fait le cas sur des axes comme Morges, etc. Mais au fond, on a vu le retour. Donc, on est en fait dans un secteur qui est en plein déni de responsabilité sociale et environnementale et on peine vraiment à comprendre qu'est-ce qui nous amène à ça. Et la chance a voulu que, pour expliquer cet immobilisme dans le monde de l'automobile, il se trouve que j'ai, lors d'une conférence à l'EPFL, qui était avec Jean Covici et Julia Steinberger, elle a juste mentionné un papier qui venait de sortir sur l'économie politique de la dépendance automobile, une approche basée sur les systèmes de fourniture. Donc, comme je prenais ma retraite le 1er août, ça m'a parfaitement occupé. Et donc, j'ai commencé à lire ça et j'ai été absolument sidéré d'avoir autant de réponses à mes questionnements depuis si longtemps. Et cette professeure, elle a commencé aussi le 1er août, c'est vraiment des beaux hasards. C'est une professeure ordinaire sur les enjeux de société liés à l'impact des changements climatiques à l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne. C'est aussi une grande militante et elle s'engage beaucoup dans des actions qu'on pourrait dire de rébellion bientôt ordinaire. Donc, vous avez ici le lien, toute cette présentation sera mise en ligne, donc vous avez le lien sur l'article original qui est sorti dans NR Research and Social Science, co-signé notamment de Julia Steinberger. Donc, c'est une première recherche systémique scientifique à ce sujet et ça considère à peu près 300 publications qu'ils ont été consultées, qu'ils ont mis en relation et qui vont essayer de mettre en perspective. Alors, cette perspective, elle est là sous vos yeux. En fait, ils vont classer tous les éléments dans 5 éléments constitutifs qui pourraient expliquer cette dépendance et ils vont tenter de les mettre en relation. D'abord, l'industrie automobile elle-même, on va le voir, la fourniture d'infrastructures automobiles qui est directement liée, les modes d'utilisation des sols pour la voiture, c'est-à-dire c'est l'aménagement du territoire, la fourniture des transports publics, et on verra que finalement ça a souffert de la voiture. Et alors, un très très grand sujet où on pourrait y passer plusieurs semaines, c'est la culture de consommation d'automobile. Mais je la ferai courte pour pas... je crois que tout le monde comprend un peu ce monde quand même. Très bien, donc je vais passer en revue ces points avec 2 slides à peu près par thème. L'industrie automobile d'abord. En fait, le taux de motorisation, c'est le facteur important pour mesurer la densité automobile. On compte le nombre de voitures et de véhicules par 1000 habitants. Alors, ce taux de motorisation, il a augmenté de manière linéaire au cours du temps. Il a passé de à peu près 20 véhicules pour 1000 habitants en 1950 à 143 en 2005. Et vous voyez, depuis, ça continue à monter. 178, soit hausse de 24%. Et je peux vous garantir que ça continue. Je n'ai pas trouvé les tout derniers chiffres, mais c'est quand même très, très important. Donc, ce taux de motorisation, vous le voyez aussi de manière très spectaculaire, il progresse partout, dans les pays États-Unis, Canada, dans l'Union européenne, AELE, Japon, Corée du Sud. Et puis alors, c'est des taux de croissance extraordinaires en Russie, en Amérique du Sud, en Asie et même en Afrique. Donc, c'est vraiment des problématiques qui sont très, très importantes au niveau mondial. Et puis, j'ai fait un tout petit zoom sur l'Ouest lausannois pour voir un petit peu où on était. Je suis tombé sur une statistique du SDOL de l'époque 2007. Ça ne va pas avoir changé fondamentalement, mais ce serait à vérifier. Et alors, on voit que Bussigny, Chavannes, alors vous avez le taux de motorisation ici, donc c'est le pourcentage de nombre de voitures par 1000 habitants. Chavannes 56, Crissier 66, Écublens 51, Pries 47, Renan 44, Saint-Sulpice 68, Villars-Sainte-Croix 89.
et donc une moyenne d'à peu près 45% dans l'ouest lausannois. Donc, c'est quand même des taux assez importants. Et puis, on pourrait presque se dire que c'est des taux aussi d'électeurs et de votants. Hein. Je veux dire, c'est peut-être aussi un petit bout d'explication. Quand on parle de la voiture, ben, vous êtes sûr qu'à Saint-Sulpice, vous avez 68% qui vont voter dans une certaine direction. Voilà. Donc, cette industrie automobile aussi, c'est vraiment un exemple archétypique d'un secteur industriel qui est dominé par les très grandes sociétés. Ici, un petit palmarès des plus grandes. Et puis, elles sont, au fond, elles sont monolithiques, elles sont puissantes, elles ont un immense pouvoir de négociation parce que finalement, elles font la pluie et le beau temps. Il suffit que quelqu'un menace de délocalisation ou pour que la planète s'affole. Donc, évidemment, c'est des très gros négociateurs. Et puis, elle est capable, on ne sait pas exactement comment, mais souvent de ranger les gouvernements et même les syndicats à ses côtés, notamment sur ces questions de menaces de délocalisation ou de fermeture d'usines. Donc, c'est aussi c'est des entreprises qui sont trop grosses pour faire faillite, et on le voit très très bien là, dans l'arrivée du Covid, où la France, ils ont débloqué sans discuter 8 milliards d'euros pour soutenir sa filière automobile, et avec très très peu de contrepartie. Par contre, l'Allemagne a refusé, et on pourrait peut-être se dire, elle n'a pas soutenu VV, mais peut-être que VV a fait beaucoup pour perdre la confiance gouvernementale ces dernières années, avec quelques mauvaises affaires de logiciels truqués et autres collaborations aux dictatures. Donc voilà, et c'est quand même 5% des emplois dans le monde. Donc nous, on a la chance, en Suisse, on n'a pas d'usine de voitures, mais il y a évidemment tout le monde des sous-traitants, tout le monde des filières du pétrole, etc., qui sont liés et qui sont au fond directement liés à tout ça. Et les gouvernements eux-mêmes sont liés à la TVA, aux taxes et à tout ce qui est les taxes prélevées sur cette production, les impôts. Et donc, il y a une espèce pas une espèce, il y a une collusion claire et il y a des intérêts croisés qui sont extrêmement importants. Donc, industrie monolithique, puissante, fort pouvoir de négociation, capitaux et aussi des capitaux énormes. Hein. Il faut des capitaux énormes pour produire. Souvent, il y a des économies d'échelle qui sont presque au niveau planétaire. Et puis, ce qui me frappe, pour terminer ce paragraphe de l'industrie automobile, c'est que finalement, c'est pour produire essentiellement des limousines qui ont toutes 4 roues, un moteur, un volant, 5 places rarement occupées. Ça doit être capable d'atteindre 160 km/h, ce qui n'est plus vraiment un exploit, et puis une autonomie d'environ 400 km. Donc, toutes les voitures sont à peu près, la grosse production correspond à ça. Et puis, la différenciation des marques, elle porte finalement sur des aspects de garniture et de petites finasseries. Mais je suis toujours étonné de voir que tous les automobilistes ont une marque préférée, au fond, même si tous les châssis, toutes les plateformes sont bientôt les mêmes. Le deuxième point, c'est la fourniture des infrastructures automobiles. Alors là, je vais un tout petit peu zoomer sur ce qui nous concerne directement, c'est les bretelles d'autoroute dans l'ouest lausannois. Donc, au cours du temps, et ça, c'est sur plusieurs décennies, la voiture a envahi l'espace public, elle a marginalisé, d'ailleurs souvent au nom de la sécurité, les piétons, les cyclistes et les transports publics. Elle est progressivement, et ça c'est extraordinaire, elle est progressivement apparue comme la solution unique, moderne, progressiste, inévitable. Et aujourd'hui, cette fourniture des infrastructures automobiles, elle répond à une règle très simple, au fond, et on peut le vérifier presque à tous les coups. Croissance démographique et économique égale croissance du réseau routier. Point barre. C'est une équation toute simple, il n'y a pas d'inconnu. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et dans la présentation de l'OFROU sur ce qu'on appelle très joliment le goulet d'étranglement de Crissier, donc on s'étrangle, eh ben, l'évolution du trafic est très simple. On pense une augmentation de 30% jusqu'en 2030. Il y a des projets de développement dans l'Ouest, donc forcément, il faut. Voilà. Et les objectifs, c'est augmentation de la capacité, augmentation de la fluidité, amélioration de la sécurité. Point barre. Ça, c'est autoroutesuisse.ch.
C'est comme ça qu'on définit la règle et c'est comme ça qu'on va l'appliquer. Et puis, cette politique des transports, elle repose au fond sur une croyance selon laquelle cette croissance économique, qu'on a tous compris qui était soi-disant si essentielle, eh ben, c'est la croissance du réseau routier. Au point que la construction et l'entretien des routes, il peut être considéré aujourd'hui presque comme une question de bon sens, de politique fondamentale, sans quasiment plus d'esprit critique. À partir de là, il faut poursuivre l'extension du réseau pour répondre aux embouteillages, donc aux pertes de temps, donc aux pertes d'efficience économique, et bien sûr améliorer la sécurité. C'est tout ce qui est caché dans cette simple équation faite par l'Office fédéral des routes. Et alors, cette hégémonie, la route, véritable hégémonie, elle va évidemment, elle est en plus portée par un lobby routier qu'on connaît bien au Parlement aussi. C'est les industries automobiles, c'est le pétrole, c'est le transport routier, c'est la construction routière, le béton, l'acier, les assurances et autres. Donc, vous avez derrière une force de lobby qui est extrêmement impressionnante. Je vous rappelle qu'il n'y a encore pas si longtemps que ce lobby s'était dévoilé en finançant des candidatures de conseillers nationaux. Donc, c'est une vraie force quand même. Donc, maintenant, pour encore juste terminer cette affaire de fourniture d'infrastructures automobiles, en Suisse, fondamentalement, c'est un système public-privé. Hein. Chacun achète sa voiture, paye ses taxes, et puis pendant que les gouvernements ils financent les infrastructures. En fait, la société elle subventionne bien sûr largement le réseau routier. Et puis en 2007, le peuple suisse, il a voté à près de 60%. Donc vous retrouvez un petit peu la part de motorisation du peuple. On retrouve cette force électorale de l'automobiliste. En fait, on a décidé, c'est écrit. Alors, c'était le dogme de cette votation. Depuis 1960, le trafic individuel motorisé a plus que quintuplé et il continuera de progresser si on croit les perspectives d'évolution du transport 2040. Cette évolution surcharge les infrastructures, augmente les coûts d'exploitation et d'entretien, entraîne des problèmes de circulation particuliers dans les villes et dans les agglomérations. Donc, on comprend qu'il faudra agrandir Saint-François si vraiment on peut pouvoir circuler correctement dans cette place. Bon, pour faire face à cette mobilité croissante, des investissements supplémentaires s'imposent. Le projet de fonds il a été soumis au peuple, accepté en février, et ça garantit les bases solides. Avec le financement spécial pour la circulation routière, c'est quand même 4,6 milliards de francs par an qu'il s'agit de dépenser parce que sinon, comme les vases ne communiquent pas entre eux, c'est de l'argent qu'il faut pouvoir consommer. On a de l'autre côté le fonds FIVE qui a été accepté lui en 2014. Donc on a deux pots complètement séparés, isolés, où chacun trouve son argent pour faire ses finances, l'un pour les transports publics, l'autre pour la route, et tout va bien dans le meilleur des mondes possible. On parle un tout petit peu de multimodalité de temps en temps pour satisfaire tout le monde. Il faut quand même donner quelques priorités. Et le fonds pour les routes nationales, le fonds Forta, il avait passé grâce à quelques astuces d'argent pour les agglomérations et pour la mobilité douce. On avait glissé un peu tout ça dans un paquet cadeau. Et donc, c'est comme ça que ce Forta a passé. Voilà. Je passe au troisième point, c'est l'utilisation des sols. La voiture a vraiment permis de favoriser l'étalement urbain dans la plupart des pays développés, d'ailleurs soutenu par des politiques publiques de suburbanisation et d'accès à la propriété inspirée des modèles anglo-américains, avec ces célèbres zones extraordinaires dans les pays américains. C'est aussi le résultat d'une politique générale en faveur, au fond, de la maison individuelle, qui était un peu l'idéal qui a été proposé, plutôt qu'un habitat mutualisé ou plus densifié dans les villes. Alors, on sait qu'en Suisse, on est en train de corriger un peu cette situation, on essaie de densifier avec la nouvelle LAT, etc. Mais il y a encore bien des zones qui ressemblent à ça, et l'inertie est immense. Ce modèle, il sert aussi des intérêts économiques, et il encourage aussi beaucoup la consommation privée, et on comprend que ça arrange tout le monde, consommation privée, individuelle, par la multiplication des solutions uniques et non mutualisées. On a tous besoin d'une chaudière, on a tous besoin d'une climate, on a tous besoin d'un stationnement
de l'électroménager. Donc, chacun va développer cette solution et chaque famille a sa solution complète. C'est bon pour l'économie. Ensuite, l'ensemble du système, il va s'organiser autour de ces zones, évidemment. Et vous avez l'établissement des centres commerciaux multiservices de plus en plus grands, voire géants, et qui offrent des parkings gratuits. Et là, je zoome un tout petit peu aussi sur l'agglomération. Il faut se souvenir que avant le moratoire et dans l'ouest lausannois, c'était l'Eldorado des centres commerciaux qui sont arrivés. Ici, vous avez le SDOL qui avait fait un petit inventaire très incomplet, mais 900 places gratuites au Léman Centre, 1500 places Criché. Je pense que centre commercial des Cublons 800, je pense que ça a doublé depuis. Jumbo 280, et on ne parle pas de Conforama et de tous les autres. Et on l'a vu d'assez près, le célèbre mardi, le célèbre samedi du matin durable, où on a tenté d'afficher et d'exister dans cette zone du Creuset, et on a essayé de dérouter, on a essayé de détourner quelques chalands du samedi matin. Il faisait en plus froid, il pleuvait, je crois qu'on avait à peu près tout contre nous. Et on voyait bien ce combat au fond impossible entre cette vision-là du centre commercial et le commerce de proximité. C'était vraiment David contre Goliath, mais nous on aime assez ça, Action Climat, donc on va continuer et recommencer jusqu'à ce qu'on arrive à imprimer plus grand, à couvrir ce panneau. C'est un petit joke. Voilà, donc c'est de la concentration des commerces, les parkings gratuits, les nouvelles centralités. Et c'est vrai que pour ce qui est Cublon, mais l'Ouest aussi, on a vraiment cette situation extrême qui rend quasiment impossible, enfin impossible, non, rien n'est impossible, enfin qui est très très difficile à modifier. Je passe au quatrième point, c'est les transports publics. Alors, les transports publics, on devrait plutôt parler de la marginalisation des transports publics dans ce cas-là, puisque l'essor de la voiture, il a considérablement compromis celui des transports alternatifs. C'était le transport public, mais aussi la marche et le vélo. Au fond, au nom de la sécurité routière, on a tout bazardé, quoi. Les piétons, ils ont été confinés sur les trottoirs, ils ont été mis derrière des feux sur les passages piétons. Les vélos, ils ont disparu, ils reviennent gentiment. Et puis les transports publics, on avait des trams, on avait pas mal d'infrastructures qui avaient certaines priorités. Je veux dire, les automobilistes, ils avaient assez peur des trams. Et puis finalement, on a tout démonté ça. Je parle de Lausanne, mais dans beaucoup de... Et puis on a essayé d'enfiler les bus dans la circulation avec tout le reste, et on sait ce que ça donne. Ça donne très peu de confort. Là, il est coincé dans le rond-point. On va avoir les tout gros, bus à triple articulé, je ne sais plus comment on les appelle, les bus à haut niveau de service, qui vont essayer de se promener aussi dans le système. On va essayer de leur ouvrir des voies spéciales, mais c'est quand même très, très compliqué. Et puis, vous avez la cohabitation du LEB, on ne va pas faire de commentaires. Et puis, on a eu la chance quand même en 91 de voir arriver un transport public en site propre. C'était le M1, c'était le TSOL qui est devenu le M1. Et puis le M2 en 2012 qui a réussi aussi à tracer sa voie et à sortir de la circulation avec les succès qu'on connaît. Et c'est évidemment la priorité de ces transports publics qui fait leur succès. Il est aussi important que quand on enlève des voyageurs et des transports publics, au fond, on voit aussi l'attractivité des transports publics qui diminue, parce que l'attractivité du transport public, c'est l'interconnexion, c'est la densité des horaires, c'est la capacité de sauter de l'un à l'autre et de se promener dans le système avec beaucoup d'agilité. Dès que vous êtes dans une zone un tout petit peu, il y a plein d'immenses territoires, et jusque dans l'ouest lausannois, où vous êtes mort, quoi. Si vous n'avez déjà pas envie d'aller jusqu'à l'arrêt du transport public, tellement c'est loin. Donc voilà un petit peu les grandes problématiques du transport public. Et là, je prends aussi un autre exemple maintenant, c'est celui de Renan, où il y avait un tram, 63, le tram de Renan, et puis on va sacrifier aussi au bus. On pense que c'est plus moderne, qu'on va l'enfiler dans la circulation. On sait tous les retards que ça provoque, toutes les difficultés. Et puis la bagarre pour revenir au tram, vous avez suivi comme nous, c'est 20 ans de procédure. De 2005 à 2025, on se réjouit, ça va être une inauguration
extraordinaire. Mais à ce rythme-là, avec l'urgence climatique, on ne voit pas très, très bien comment est-ce qu'on va régler la question. Voilà, donc les transports publics, on pourrait dire, ont souffert, hein, évidemment, de la toute-puissance et de l'hégémonie de la voiture. Et enfin, alors, c'est un sujet, on pourrait passer des soirées entières, c'est la culture automobile, qui est quand même un truc aussi magnifique. Il faut dire qu'ils ont quelques moyens pour la publicité, pour le faire en vie. Et puis, très franchement, je vais quand même être un peu juste, c'est quand même c'est quand même un objet extraordinaire. Moi, j'ai adoré mes voitures jusqu'à ce que je les déteste, mais c'est vraiment un moment extraordinaire, que ce soit de passer son permis, etc. Donc, la voiture, elle permet, c'est vraiment une machine à aventure, elle permet d'aller où on veut. À l'époque, c'était se rendre de nouveaux endroits, on pouvait voyager librement, et puis ensuite, il y avait des routes qui nous permettaient d'aller dans des endroits où on n'a jamais été. Après, on a commencé à mettre des motels sur ces routes, donc c'était extraordinaire, on n'avait qu'à s'arrêter, dormir. Donc, il y avait une nouvelle aventure qui s'ouvrait. Et puis, cette voiture, elle devient un élément décisif de cette mobilité sans friction, c'est facile. On est dans son environnement, on peut aller où on veut, quand on veut. Et puis, entre nous soit dit, on le voit aussi sur certaines images, au cours du temps, c'est quand même aussi un signe de privilège social, et on sait combien c'est important de montrer son statut. Alors maintenant, dans la vie de tous les jours, la voiture, elle apparaît. Et c'est intéressant parce que là, oui, on voit... Oui, je te dis, elle est prête, la soupe. Ah, je ne vois plus de connexion. La soupe est prête, ça va. Et donc on voit que... Non, c'est bon, je mange. Bon appétit. Et donc cette voiture, elle va permettre d'aller partout. Elle va pouvoir aussi explorer des nouvelles zones d'opportunité. C'est bien ce qui s'est passé. On l'a vu dans l'occupation du territoire. Elle explore de nouvelles zones d'opportunité plus attractives pour se loger, pour travailler, pour s'approvisionner, se distraire. Et donc, elle explose complètement la zone d'opportunité. Et évidemment, même pour travailler, c'est très, très important. On le voit. Vous pouvez faire, certains de nos collègues, mes anciens collègues, les PFL, font allègrement 2 heures de route, si ce n'est pas 3, pour rejoindre l'Eldorado. Donc, c'est clair que ça a tout changé. Et cette acquisition d'une voiture, elle a vraiment un effet transformateur très fort sur les comportements de déplacement et les schémas de pensée des individus. Et tout ça, c'est quand même très, très bien orchestré par une industrie automobile extraordinaire, inventive. C'est peut-être les plus beaux exemples de publicité. C'est vraiment impressionnant l'intoxication publicitaire que peut faire cette... Mais il ne reste pas moins que c'est une invention extraordinaire. C'est un symbole de liberté, de voyage indépendant, de distinction de classe. Et aujourd'hui, j'ai sorti cette image ici de la nouvelle SUV Peugeot, qui est vraiment le modèle aujourd'hui qui fait. Et on nous dit « unboring the future », ça veut dire pour un futur qui ne soit pas ennuyeux. Vous voyez, parce que prendre les transports, tout le reste, ça va être vraiment chiant. Tandis que prendre sa voiture, c'est juste bien. Et c'est notamment bien, et c'est ça qui est aussi très paradoxal, c'est que ça devient de plus en plus un objet de sécurité globale. C'est-à-dire que, et pour les accidents, vous avez tous les airbags, enfin, il y a bientôt tout qui vous protège, mais aussi de la promiscuité, de la mixité des populations, de la criminalité, de la BTO, bien entendu, mais aussi de la pollution. C'est-à-dire que vous avez pour filtrer votre propre pollution que vous émettez au polychameau. Non, vous ne l'avez pas dans l'habitacle, vous la laissez dehors. Et là, on arrive à des enfin, non, on comprend qu'on le fasse, mais c'est quand même aberrant, et tout ça a l'air d'être parfaitement normal. Et donc, pour terminer sur la culture automobile, mais je serais intarissable si on me laissait, eh bien, il y a quand même des enquêtes, et là, c'est l'Observatoire CTLM, les Français sont assez forts pour suivre. Donc, aujourd'hui, pour un automobiliste, posséder une voiture, c'est avant tout un moyen de transport indispensable pour les déplacements, un moyen de liberté incomparable, un plaisir en soi. Ça commence à faire un peu mal avec les sous, et puis on commence à se dire qu'il y a peut-être d'autres choses, le transport public, on peut y penser.
ça commence à être un peu compliqué dans les restrictions de circulation, et puis ça pourrait être un peu dangereux pour l'environnement. Voilà un petit peu le positionnement. Et c'est extraordinaire comme la possession d'une voiture, elle provoque un préjugé psychologique toujours en faveur de la voiture et d'une aversion pour le transport public. Moi, j'ai pu observer ça vraiment très, très souvent. Ça provoque une sorte de verrouillage des attitudes et des schémas de pensée. Les automobilistes, ils se concentrent sur les avantages perçus, commodité, confort. Ils les présentent comme immédiats, indéniables, en donnant un avantage considérable sur les autres solutions. Les inconvénients, congestion, stationnement, coûts, santé, dommages environnementaux, c'est considéré comme assez lointain, théorique, et puis finalement négociable. Donc, cette voiture qui permet certes le changement, elle va annoncer aussi un peu le changement. Mais alors, ça ne va pas vite, hein, parce que c'est une industrie extrêmement lourde. Donc, ici, vous avez la première Prius hybride, 1997 au Japon, importée en 2000 en Europe. Et puis, donc, il y a plus de 20 ans, hein, à 20 ans. Et puis, finalement, on commence à avoir un peu plus d'hybrides, mais voilà, il y a 20 ans qui ont passé et ils n'ont pas, c'est pas la révolution permanente non plus. Et de toute façon, cette industrie, elle veut juste produire plus, un tout petit peu différemment, amortir ses plateformes et ne pas changer tout le temps. Les capitaux engagés sont trop grands, donc voilà. Donc, préparez-vous à changer. Ça, c'était 1997, 2000 arrivé en Europe et on se prépare toujours à changer. La Prius a un tout petit peu évolué, mais pas tant que ça. Donc, voilà. Maintenant, on va parler. Non, on ne va pas parler, mais le changement est annoncé avec l'électrique, bien sûr. Comme j'ai eu ma première voiture électrique en 89, je peux aussi vous faire une soirée juste sur le sujet. Et puis, je ne vais pas le faire. Et puis maintenant, il y a l'hydrogène. Alors ça peut tout changer, sauf que ça ne va pas changer la congestion et tout le reste. Bref, donc voilà, la culture automobile, ce n'est pas juste une simple qualité éphémère ou émergente de la dépendance à la voiture. Elle est la principale force motrice qui l'enracine. C'est vraiment cette culture dont les automobilistes sont absolument convaincus. On le voit très, très bien dans les réponses aux questions. Et c'est extrêmement difficile de modifier ces attitudes. Voilà, j'en ai terminé avec les 5 points. J'en arrive à la synthèse. Je crois que... oui, c'est l'heure. Donc, le monde de la voiture, vous l'avez compris, ce qui est intéressant avec cette démonstration scientifique et de recherche bibliographique, c'est qu'on arrive quand même à articuler cette dépendance autour de ces 5 différents aspects qui sont tous, qui créent un système unique, qui est verrouillé, qui est auto-renforcé et qui est extrêmement difficile à perturber parce que vous avez quasiment tout le temps réponse à une question sous un angle ou sous un autre et qu'il y a une espèce de bon sens général, agnostique, apolitique, qui fait que c'est bien, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas de problème, ça roule. Sauf qu'on est en urgence climatique et que c'est plus possible. Donc voilà, puis cette industrie, elle est rigide, elle ne peut pas vraiment faire face au ralentissement, au changement de tendance. Et puis cette solution d'élargissement des routes comme seule solution à la congestion et à la problématique est vraiment trop forte pour pouvoir être raisonnée. On ne parle même pas des demandes induites, parce que quand vous élargissez une autoroute, vous créez une demande induite. D'ailleurs, la même chose dans les transports publics, vous lancez une belle ligne de nouveaux transports publics, vous avez une demande induite qui fait que très rapidement, on dit « Ah, on n'aurait pas pensé que ça aille si vite », et tout à coup, même le M2, il est plein trop vite. Donc, le monde de la voiture, c'est un système profondément auto-renforcé. Il est capable de faire plier à peu près toutes les forces dans sa direction, même face au changement climatique. Et ma réflexion pour terminer, si ce n'est ouvrir la discussion, en tout cas vous dire où j'en suis personnellement, c'est qu'une action citoyenne qui tenterait de perturber ce système, elle doit se préparer très sérieusement et très soigneusement à une guerre longue et difficile, et puis imaginer des stratégies assez subtiles, parce que c'est tellement verrouillé qu'on ne voit pas très bien comment des petits individus ici ou là pourraient s'y attaquer.
Et puis, on pourrait peut-être s'inspirer de quelques-uns des éléments de la recherche pour trouver des pistes. Mais ouais, à ce moment-là, je pense qu'en tout cas, moi et peut-être nous, Action Climat, on n'est pas prêts, au fond, à s'attaquer à ce sujet. Mais pourquoi pas, on verra. S'il y a quelques fous avec nous, pourquoi pas. Et puis, on ne voit pas non plus des politiciens en campagne électorale prochaine prôner la diminution du trafic automobile avec des parts modales de motorisation à 60%. Ce serait un suicide électoral à tous les coups. Donc, je pense, et même avec l'urgence climatique, je pense que c'est un sujet passionnant pour les 20 prochaines années. Ça m'intéresse. Je ne sais pas si Action et Climat Équipement pourra se lancer. On a bien sûr un gros sujet avec la bretelle d'écublement qui peut nous attendre, mais je ne sais pas encore si nous aurons la force, l'envie, et le courage de discuter ces questions-là. Je vous remercie de votre attention. Merci Philippe. Ouais. Ouais, merci, super. J'espère que vous avez pu tous écouter. Si vous avez des remarques ou des questions, c'est ouvert, vous pouvez vous lancer.